Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger un sujet d'examen pour changer. Donc, c'est parti sur le CAP Pro E, session 2011, EP1. Donc, ici, vous avez. Alors, je vais prendre directement le corrigé, pareil, comme d'habitude. Je vous fais les questions, essayez de regarder un petit peu les réponses, et puis on essaie d'en parler ensemble. Voilà. Je vais aller à l'essentiel, hein. Bien sûr, vous avez envie aussi, comme moi, de voir d'où ça vient, d'où viennent les réponses, et donc on va les expliquer ensemble. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Donc vous avez un sujet, un document ressource et un document technique. Hop, allez, on est prêt, c'est parti. Donc, en tant qu'électricien, votre patron vous demande d'intervenir sur le chantier du projet d'extension de l'habitation de monsieur et madame Gauthier. Vous devez prendre connaissance des différents travaux à réaliser. À l'aide du plan de masse et des différents plans architecturaux de l'habitation, avant et après travaux, repérez en la nommant la partie de l'habitation qui fait objet de l'extension. Donc DT, document technique 2 sur 9 et DT 4 sur 9. On y va. Technique, donc c'est là. Alors, ici, DT 2 sur 9, c'est bien ici. Donc voilà, on a ça. L'extension, on voit qu'elle est ici. Et ensuite, 4 sur 9, on voit. Voilà. Alors ici, vu la forme de la maison, on peut tout de suite voir que là, sur le séjour, on a quelque chose là qui va se rajouter. Donc au départ, on a cette partie-là, la propriété. On voit ici, bon, ça doit être la partie avant travaux, voilà. Et ça, la partie après travaux, on voit ici que le séjour a été augmenté, a été agrandi, tout simplement. Donc ici, l'extension concerne la partie séjour. Question 2 de la partie 1. En observant le plan de masse DT 2 sur 9, précisez l'orientation de la façade concernée par les travaux de l'extension. Alors, donc ici, voilà. On est ici, donc on a toujours une boussole, le nord qui indique en haut. Donc ici on pourrait dire nord et ici ouest. Donc pour moi l'extension c'est nord-ouest. Voilà. On va voir, c'est bon. Nord-ouest, voilà. Ok, ensuite, grâce à cet agrandissement, indiquez le nombre d'ouvertures supplémentaires dont vont pouvoir bénéficier les propriétaires. Alors, donc, grâce à cette extension, on voit là avant les travaux, donc on a une, deux, voilà, deux ouvertures, on va dire, principalement. Et donc, combien ils vont avoir en plus? Ils vont avoir une, deux, 3, 4. En fait, à la fin, ils vont en avoir 1, 2, 3, 4. Et avant, ils en avaient que 1, 2. Voilà, 2 ouvertures. Donc, ils en ont 2 en plus. On regarde si c'est ça. Les propriétaires profiteront de 2 ouvertures supplémentaires. Ensuite, 1.4. À l'aide du plan de l'habitation, après travaux, relevez les nouvelles dimensions de la pièce et calculez sa nouvelle surface. Alors, dimension de la pièce après agrandissement. Donc, après agrandissement, là on est avant les travaux, donc après c'est ici. Eh bien on a 800, on a la longueur, multiplié par 438. Alors ici forcément on est en mètres, donc ça fait 8 mètres, multiplié par 4,38 mètres. Donc on va regarder si c'est bon, voilà. 8 mètres multiplié, et la largeur c'est 4,38 mètres. La formule pour calculer la surface, c'est longueur fois largeur. Donc ça fait 8 fois 4,38 et ça donne 35 mètres carrés. Voilà. Donc voilà, c'est souvent la même chose, hein, des longueurs à multiplier. A l'aide du plan de l'habitation avant travaux, relevez les dimensions initiales de la pièce et calculer sa surface d'origine S'. Donc ici, on regarde avant les travaux, on avait la même pièce, sauf qu'elle était, donc elle a toujours la même largeur, hein, 4,38. Par contre, avant, on avait 4,80 mètres. Donc, ici, 4,80 mètres en largeur et 4,38 en largeur, pardon, et longueur, c'était 4,80. Donc ici, même principe, voilà, vous multipliez, vous trouvez 21 mètres.
Donc, indiquer le gain de surface. Alors, moi, je vous indique toujours, vous mettez toujours en mètres. Comme ça, quand vous faites des mètres multipliés par des mètres, ça donne des mètres carrés. Laissez pas en centimètres, puisque sinon ça donne des centimètres carrés. Après, ça fait beaucoup de manipulation. Je vous conseille de tout mettre en mètres. Ce sera plus simple. Mais ça revient même, hein. Vous pouvez faire en centimètres carrés. Ça reviendra même. Si vous avez envie de vous compliquer la vie, pas de problème. Ensuite, 1.6. Donc, indiquer le gain de surface occasionné par les travaux. Donc, on a gagné en fait une surface. Avant, on avait 21 mètres. Et là, avec les nouveaux travaux, on se retrouve à 35 mètres. Donc, finalement, on a gagné combien de mètres? On a gagné eh bien, on a gagné 14 mètres carrés, tout simplement. On a fait la différence entre les deux surfaces. Ensuite, à l'aide de l'extrait de la norme NFC 1500, DR, donc document ressources 2/13, relatif aux installations électriques basse tension, préciser le nombre de prises de courant dont la pièce doit être équipée. PS, compte tenu de la présence de l'escalier dans la pièce, on fixe S, la surface, à 32 mètres. Donc alors, on vous dit, alors on va aller voir dans le document ressources 2/13. Voilà. On vous dit, alors dans le document ressources, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc là, alors, socle de prise de courant installé dans une habitation. Un nombre adapté de socles de prise de courant 16 ampères non spécialisé. Alors, dans les chambres, reconduction de 3 socles. Ensuite, le séjour, un socle par tranche de 4 mètres carrés avec un minimum de 5. Donc voilà, nous on est dans le séjour. Il faut un socle, donc une prise, par tranche de 4 mètres carrés avec un minimum de 5. Par exemple, un séjour de 27 mètres carrés. Donc, ça nous fait 27. Donc, alors, on sait qu'on a tous les 4 mètres, on a un socle. Donc, ça veut dire 4 mètres, un socle. 8 mètres, 2 socles. 12 mètres, 3. Ensuite, 16, 4. Ensuite, 20, 5. 24, 6. Et 27, enfin 28, on aurait 8. Donc finalement, 27, on a 7 socles. Voilà, on a besoin de 7 prises. Donc, nous, on a combien? Nous, on a 32 mètres. 32 mètres, on divise par 4. Ça fait 8. Et donc, on a besoin de 8 prises, tout simplement. Ensuite, indiquez, selon vous, si l'installation électrique prévue après extension est bien conforme à la norme. Eh bien, on va regarder ici, selon vous, si l'installation électrique est bien conforme à la norme. Je pense. Alors. Voilà, là on est comme ça. Donc alors, on va regarder. Ça, c'est après les travaux. Là, en fait, on a zoomé, on est vraiment dans le séjour. Avant les travaux. Et donc, après les travaux. Alors, après les travaux, on aura combien de prises? On en aura 1, 2, 3. Alors, attendez, on va recommencer. PC1, ok. Ensuite, PC2, donc 2. PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8. Donc, finalement, on a 8 prises. Donc, on est bon. On a bien nos 8 prises. Justifiez votre réponse. On dispose après travaux de 8 prises dans le séjour, ce qui respecte bien la norme qui en impose au moins 8 pour un séjour de 32 mètres carrés. Alors là, si vous me faites une phrase comme ça, c'est super. Voilà, allez, on passe à la suite. Donc 1.9, à l'aide du document technique DT 6/9, indiquez le type de montage d'éclairage qui sera installé dans cette partie d'habitation après travaux. Donc DT 6/9, on y va. 6/9. Alors, c'est quoi comme montage? Oui. Bon, vous sentez le télérupteur là? Là, on a un bouton poussoir qui alimente un télérupteur qui lui alimente les deux lampes. Donc, à mon avis, le montage d'éclairage prévu dans le séjour est une commande de 2 points lumineux à partir de 3 endroits avec télérupteur. Voilà. Donc, parfait. Ensuite, ici, alors, 1.10, identifier en les numérotant dans le tableau les éléments de construction de murs
du mur de l'extension repérés sur le croquis ci-dessous en les numérotant. Comment vous dire? Alors, on va regarder s'il y en a des aides un peu par rapport à ça. Pas trop, hein. Donc là, il va falloir se débrouiller par vous-même. Et moi, je vais devoir vous aider. Donc c'est parti. Là, on n'a rien du tout. Bon. Alors, donc là, on va prendre le sujet, on va regarder ensemble si on y arrive comme ça. Donc alors, vous avez... Alors, souvent, là, en 5, c'est la semelle béton. Je vais regarder si c'est ça. Ouf, c'est bon. Ensuite, alors on va regarder ce qu'on a un petit peu. Là, vous voyez tout ce qui est un petit peu alvéolé comme ça, là. Ça, c'est l'isolation. 2, c'est isolant laine de verre. Je suis presque sûr. Ah, ouf, c'est bon. Ensuite, en 1, vous avez le plâtre. Voilà. En 3, vous avez de béton, j'imagine, le parpaing, voilà. En 4, vous avez ici le chaînage béton. Voilà. En 5, donc vous avez la semelle en béton. En 6, vous avez le tout venant. Donc ça, j'étais pas trop sûr au départ, j'avais un petit doute. Voilà. En 7, vous avez l'isolation polystyrène. En 8, vous avez un film polyuréthane. Polyane, pardon, excusez-moi. En 9, vous avez la dalle en béton armé. En 10, vous avez la chape. Et en 11, vous avez le revêtement de sol. Donc voilà, à vous de mettre par élimination, vous allez vous en sortir, je pense. Voilà. En fonction de la composition du mur, sélectionnez le type de boîte d'encastrement à employer pour la fixation de l'appareillage. Alors, donc, la composition du mur, c'est quoi? Ici, c'est, eh bien, est-ce que c'est cloison sèche, est-ce que c'est maçonnerie, est-ce que c'est béton? Là, ici, on est bien dans une cloison sèche, en fait, c'est-à-dire du placo. Donc voilà, on sélectionne ici le bon type de mur. Ensuite, 1.12, à partir du document ressources 9/12 et document technique 6/9, complétez le tableau ci-dessous en précisant la référence des boîtes d'encastrement à employer avec l'appareillage mosaïque, profondeur 40 mm. Alors, S3 et chambre 1. Donc, on donne document ressources 9/12, ou document ressources 9/12, on y va. Je vous emmène. On y est. Alors, affichage, on va le mettre ici, lui, dans l'autre sens. Voilà. 9/12, on y est. Et ensuite, c'est quoi? Il disait aussi DT 6/9. Document technique 6/9. On y est aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il demande? À partir de ces documents, voilà. Complétez le tableau ci-dessous en précisant les références des boîtes d'encastrement à employer avec l'appareillage mosaïque, profondeur 40 mm. Donc, S3, CH1. Donc, S3, il est où? S3, il est là. CH1. CH1 ici. Et S3. Alors, ça correspond à quoi? Appareillage. 2 modules. Attendez que je ne me dise pas de bêtises. Mais pourquoi il est là, CH1? CH1, 2 modules. Donc, la référence... Alors, S3, donc nous, c'est quoi S3? S3, c'est un bouton poussoir. Hein. Donc, ici, alors, on vous demande quoi? Les boîtes d'encastrement. Donc, ici, alors, on va essayer de zoomer un peu pour voir. Ici, voilà. Donc, pour cloison sèche, voilà. Les boîtes d'encastrement, donc mosaïque, donc 2 modules, ici, correspondent à... Donc, pour une profondeur de 40 mm, correspondent ici à 893, donc ça c'est la référence, 41. Donc ici, voilà, vous avez, vous ici, c'est pas du béton, ni maçonnerie,
ni les autres, donc c'est forcément cloison sèche. Et ici, pour la bonne profondeur, c'est ça. Le deuxième 39, que je vous dise pas de bêtises. Ça, je le repréciserai là. Par contre, là, je vois pas pourquoi il y a deux références. Faudrait vraiment regarder en détail. Là, je peux pas lire d'ici. Voilà, vous mettez la première, ça me va très bien. Ensuite, donc pour les prises de courant 5, 6. Alors déjà PR. On va regarder un petit peu. Voilà, PR, c'est quoi déjà? PR2, PR1, c'est ça. PR12 et PR13. PR12, donc c'est une prise téléphone, non? Prise réseau. Donc on va regarder ici ce qui correspond. Alors on va regarder peut-être plus de l'autre côté. Trois postes verticaux. Donc on est toujours sur la cloison sèche, on est ici de toute façon. Et ici en fait on est alors on a combien de modules? C'est ça. Donc on a 6 modules horizontaux. Donc on va regarder ici. 6 modules horizontaux. Donc horizontaux, c'est ça. 6 modules horizontaux. Donc c'est la 893-43. 893-43. Et ensuite point centre, L2. Vous regardez ici, cherchez point centre. Hop, alors, où est-ce qu'on est? Voilà. Ici, donc on est bien sur cloison sèche. Sans DCL. Alors, voilà, avec DCL, hein, c'est une lampe. Donc on est sur du 893-57. 893-57, puisque ici c'est un point centre avec la DCL. Donc en fait on vous demande directement la lampe. Bon, un peu embêtant parce que la qualité des documents, puis il faut se mettre un peu dedans. Voilà, voilà, faut prendre le temps de se mettre un peu dedans. Au cours des travaux d'agrandissement, vous souhaitez démonter les prises de courant et effectuer les modifications sur le circuit éclairage de la pièce. Afin d'effectuer ces opérations en toute sécurité, vous devez procéder à la consignation électrique de ces deux circuits. 1.13. À l'aide des plans d'implantation du tableau électrique représenté sur le document technique 7/9, indiquez l'appareil à actionner dans le tableau électrique. Donc, alors, DT 7/9. Donc on y va. Voilà, DT 7/9. On vous donne quoi? On vous demande quoi? À l'aide du plan d'implantation du tableau électrique représenté, indiquez l'appareil actionné dans le tableau électrique. Donc vous devez alors faire quoi? Démonter les prises de courant et effectuer les modifications sur le circuit d'éclairage de la pièce. Donc, on a prise de courant, voilà, mais c'est pas loin, hein. On va pas chercher loin. Prise de courant, séjour, et éclairage, séjour. Donc finalement, ici, on doit indiquer l'appareil à actionner dans le tableau électrique. Donc forcément, ici, si on veut couper ces deux appareils-là, et qu'il nous demande un seul appareil à consigner, eh bien on va couper celui-là, en fait. L'interrupteur différentiel 10, le ID10. Voilà. Et comme ça, ça va nous couper. En fait, lui, il alimente les deux disjoncteurs différentiels. N'importe quoi. Les deux disjoncteurs magnétothermiques. Voilà. Et donc ici, lui, cet interrupteur différentiel alimente ces disjoncteurs. Voilà. Et celui-là alimente ces autres disjoncteurs. Donc ici, nous, si on veut condamner qu'un seul appareil, on va
condamner le ID10. Ensuite, donc nom de l'appareil, interrupteur différentiel, bon voilà. À savoir par cœur le nom de cet appareil-là. Sélectionnez le matériel à employer pour effectuer cette consignation. Alors, vous aviez quoi? Voilà, vous aviez plusieurs propositions. Donc forcément un cadenas, étrier de consignation, macaron, banderole de balisage, casque anti-bruit. Alors à votre avis? Donc ici on a mis en fait banderole de balisage pas forcément et casque anti-bruit bah non. Donc ici vous avez juste besoin du cadenas, étrier, macaron et VAT bien sûr. Précisez les équipements de protection individuelle que vous allez employer pour effectuer la vérification d'absence de tension lors de cette opération. Une paire de gants isolants et un casque anti-choc avec visière de protection anti-UV. Voilà. Bon, ça c'est classique. Hein. 1.16. En consultant la BAC de choix des conduits présents en DR8/12 et à partir des documents techniques DR6/9 et DT6/9 et DT8/9, complétez le plan de la nouvelle pieuvre ci-dessous en précisant le diamètre des conduits à installer, les conducteurs, type et nombre, les sections des conducteurs. Voilà. Donc on a le plan de la pieuvre boîte de comble. Donc on a ici le plan. Alors vous l'aurez de cette façon-là. Et donc qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de compléter le diamètre des conduits à installer. Donc on vous dit, voilà, pour certains on vous donne le diamètre ICT20, ICT20, et voilà. Et pour d'autres on ne vous donne pas le diamètre. Par contre, on vous dit quel appareil il alimente. Et donc on sait ici, par exemple pour un bouton poussoir, qui a deux fils en fait. Donc ici, j'imagine qu'il est paramètre. Voilà, il a même sur la correction. Il met deux fils de 1.5. Voilà. Donc là on voit le nombre d'appareils. Bon là il en met qu'un, mais il marque deux. Bon, moi je préfère mettre deux traits, mais bon, c'est une autre façon de faire. Qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander ici, donc, tout simplement ici, on va commencer par là, le diamètre des conduits installés. Donc, alors, au départ, on n'a pas les diamètres ici. Par exemple, pour celui-là, on va commencer par là. Donc, le diamètre ici, il alimente deux prises, PC7 et PC8. Sachant qu'elles sont ensemble, donc on va faire un piquage, on aura trois fils. 3 fils de 2,5. Donc ici, voilà, 3 fils de 2,5. Et donc, comment il trouve le diamètre? Ici, c'est avec le document ressources 8/12. Alors, on y va. Document ressources 8/12. Donc ça, ce document-là, il est très pratique, il est intéressant, je trouve. C'est voilà, c'est la bague de choix des conduits. Donc ici, nous, on a des gaines, en fait, la plupart du temps, en fait, c'est des gaines, voilà, on a que des gaines d'ailleurs qui sortent ici de notre boîte de comble. Et donc, c'est la ICTA, voilà. Et donc, on ne choisit pas le tableau qui correspond au tube IRL, on choisit celui qui correspond à ICTA. Et donc, les gaines transversales, donc c'est isolant, cintrable, et transversalement, je peux vous dire de bêtises quand même, que je le sache en plus ça. ICTA, ça veut dire quoi? La gaine ICTA. Suspense. ICTA, gaine. Peut-être qu'il faut dire gaine. ICTA. Gaine ICTA. La gaine ICTA, donc isolant. Alors, c'est tout ça. Isolant. Cintrable transversalement annelé. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ça, bon, on pourrait regarder en détail, mais voilà, c'est pas le cas. Et donc ici, voilà, pour une gaine ICTA. Donc vous avez ici 3 conducteurs de 2,5.
Donc ici on revient sur notre abac. Et donc quand on a là ici les conducteurs de 1,5 et là les conducteurs de 2,5. Donc nous on en a 3. Et on a combien de conducteurs en 1,5? On en a 0. Donc ici c'est diamètre 20 qu'il nous faut. Donc ici, quand on va mettre directement ICT, diamètre 20. Ensuite ici on a 3 fils en 1,5. Donc tout simplement 3 fils en 1,5 et 0 fil en 2,5. Donc on prend du diamètre 16. Voilà. Donc au fur et à mesure, voilà, vous avez trouvé vos diamètres comme ceci. Et puis ensuite, bien mettre les conducteurs. Donc qu'est-ce qu'il y avait comme conducteur ici à mettre? Ben voilà, hein, 3 fils pour une prise de 5. Pour la lampe, 3 fils de 1,5, phase neutre, enfin retour de lampe neutre et terre. Ici, bouton poussoir, donc il faut 2 fils, plus la prise, il faut 3 fils en 2,5. Et donc pour le bouton poussoir, c'est 2 fils en 1,5. Donc je regarde si ils ont mis pareil que moi, voilà. Les 2 fils pour le 1,5 pour le bouton poussoir et la prise en 2,5. Donc ici ça fait donc on va regarder dans la bac. Ici donc on a 3 fils en 2,5 pour la prise et 2 fils en 1,5, donc ça correspond à un 25. Donc ici voilà, c'est marqué ICT diamètre 25. Donc au fur et à mesure là vous allez voilà compléter votre tableau. Bon, la plupart du temps tout est donné. Les fils en 1,5, donc combien il en faut? Il en faut. Ils en ont mis 3. Voilà, ils en ont mis 3, voilà, parce qu'il y a le. Donc phase, neutre, et puis celui-là ça ne doit pas être la Terre. Si, ils ont mis la Terre pour un radiateur, sachant que la plupart du temps en fait on le raccorde pas, hein, parce que c'est des radiateurs avec une double isolation, il n'y a pas besoin de la Terre. Vaut mieux l'avoir passé quand même. Et ici la prise donc de 5. Ici le tableau, alors voilà le tableau, est-ce qu'il vous en parle ici? Et oui, hein. Donc le tableau il faut qu'on alimente, on a un départ prise, donc 3 fils en 2,5, un départ éclairage, donc 3 fils en 1,5, et un départ en chauffage, donc phase notaire aussi. Donc on a 1, 2, 3 fils en 2,5, et finalement, d'ailleurs ici, je dis des bêtises, en éclairage, vous allez avoir un retour de bouton poussoir et un retour de lampe. Parce que vous avez votre retour de lampe ici, vu que vous avez un télérupteur. Donc ici, même moi, pour moi, il en faudrait un autre, non? Je pense qu'il en faut un autre. Hein. Moi, il faut phase notaire, plus un rouge, donc non, un orange, retour de lampe, et en même temps un noir, retour de bouton poussoir. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fils en 1,5. Donc 8 fils en 1,5. Voilà. Et 3 fils en 2,5 pour la prise. Donc 1, 2, 3. Voilà. On est sur les diamètres 32. Est-ce que ça change quelque chose à notre diamètre? Non, vous voyez, 32, donc c'est bon. Ici, pour bon, vous commencez à voir un peu le principe. Phase ici, donc bouton poussoir 2 fils en 1,5 et 3 fils en 2,5. Voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite, ici, la lampe, donc retour de lampe neutre terre. Bouton poussoir 2 fils en 1,5. Après, les prises, c'est toujours pareil. 3 fils en 2,5, 3 fils en 2,5. Voilà. Le télérupteur se situe dans le tableau de répartition. C'est pour ça qu'on ramène ces appareils-là. Les conduits ICTA doivent également être acceptés. Voilà. Si on met ICT ou ICTA, c'est bon. Ensuite, allez, on continue. Donc ici, vous avez du chauffage installé, c'est ça? Alors, en complément du chauffage central, déjà installé dans le pavillon et compte tenu de la puissance de la chaudière un peu juste, les clients souhaitent disposer dans l'extension réalisée d'un chauffage électrique qui se présente sous la forme d'une tour électrocéramique. Donc on aura des documents ressources 3 sur 12. Allez, on y va tout de suite. 3 sur 12. Voilà la tour appareil de chauffage. Donc, ici, pour le séjour, après l'extension, une étude thermique a conclu qu'il convenait d'installer une puissance équivalente de 85 watts par mètre carré.
Donc pour 1 mètre carré, on a 85 watts. À partir de la surface de l'extension S delta, là, qui correspond à 14 mètres carrés, supplémentaire, précédemment calculé, donc la question 1.6, déterminer la puissance minimale P min de l'appareil à installer pour chauffer la partie supplémentaire. Donc on sait qu'on a 85 watts par mètre carré, on sait qu'on a 14 mètres carrés, donc 14 multiplié par 85 watts, et ça nous donne 1190 watts de puissance supplémentaire à installer. Donc, qu'est-ce qu'on va installer? Eh bien, on va sélectionner parmi les 3 puissances disponibles. Alors, eux, ils ont trouvé 1500 watts. On va regarder un petit peu les puissances disponibles. Alors, voilà, vous avez... Il existe en... Alors, nous, c'est une tour électrocéramique. Donc, c'est ça, c'est pas un panneau électrocéramique déjà. Et donc, il existe en 3 puissances. 1500 watts, 2000 watts ou 3000 watts. Et nous, vu qu'on a besoin de 1200, enfin 1190 watts, eh bien, on peut prendre un 1500 watts. Ensuite, 3.2. 2.3 pardon. À partir de la puissance de l'appareil de chauffage précédemment sélectionné et sachant que la tension d'alimentation est de 230 volts, calculez l'intensité I qu'il consommera en fonctionnement normal. Donc là, vous avez toujours la même formule. P égale U fois I, donc I égale P divisé par U. P c'est la puissance, donc 1500 watts, divisé par U la tension, 230 volts, et ça vous donne un résultat en ampères de 6,52 ampères. À savoir par cœur dans tous les sens, là vraiment, ça c'est la question qui revient tout le temps. Sélectionnez à l'aide du document ressources DR4/12, on va tout de suite aller voir ça. Voilà, donc notre document. Donc, sélectionnez à l'aide de ce document la référence du disjoncteur à employer pour assurer la protection du circuit de l'appareil de chauffage. D'accord, coupure unipolaire plus neutre avec borne à vis. Nous, on consomme 6,5 ampères. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc, on a plusieurs disjoncteurs. C'est du monophasé puisque je vois 230 volts. Donc ici, 230 volts, c'est entre phase et neutre. Donc déjà, on enlève tout ce qui est triphasé. Donc il y a celui-là déjà. Et ensuite, nous, on aura unipolaire plus neutre. Vous voyez, ici, c'est marqué PS, postscriptum, coupure unipolaire, donc un pôle, et neutre, là. Donc ça veut dire que ici, tout ce qui a une seule vis, déjà, on supprime ici. Et après, nous, c'est les bornes à vis. Donc déjà, on supprime ça, ça, et celui-là-ci, puisque finalement, nous, il coupe que le neutre. Donc finalement, c'est celui-là déjà. Donc la référence, c'est 0,6394 déjà. 93. Mais serait-ce une erreur? On va regarder. Pour l'instant, en tout cas, on est plutôt dans cette optique-là. Ensuite, nous, c'est un unipolaire. Uni plus neutre. On va prendre... Alors, on va prendre quoi? Ici, nous, on a intensité nominale. Voilà. Unipolaire. Voilà, plus neutre. C'est vraiment celui-là. Et donc ici, borne à vis, on a 0. Donc nous, on a besoin... on a 6 ampères. Hein, vous voyez. Ici, on consomme 6,52 ampères. Donc, on va prendre un 8 ampères. Puisque si on prend un 6 ampères, eh bien, notre disjoncteur va couper en fait en fonctionnement normal. Et nous, ce qu'on veut, c'est un fonctionnement normal qu'il reste bien fermé comme on lui demande. Voilà. Donc ici, on prend un 8 ampères. Et donc, on prend un 0,6393. C'est bon, c'est ça. Voilà. Donc, pas se faire avoir. Voilà. Ensuite, donc on y va. Chapitre 3, mise en place d'un gestionnaire d'énergie pour la commande de la tour électrocéramique. Donc les clients qui bénéficient d'un contrat d'abonnement de 6 kVA ou 10 kVA
option heure creuse auprès d'EDF. Constate que le disjoncteur de branchement déclenche lorsqu'ils mettent en fonctionnement les plaques de cuisson ou la machine à laver alors que l'appareil de chauffage installé dans le salon est en fonctionnement. Vous êtes chargé de remédier à ce problème. Donc, précisez la raison du déclenchement du disjoncteur de branchement dans le cas observé. Donc, c'est une surcharge. Un court-circuit, c'est quand on a branché directement la phase et le neutre, donc ça se met en général à la mise en service. Voilà, on va voir qu'il y a un court-circuit, et donc là, ça déclenche direct. Nous, dans ce cas, c'est vraiment quand on branche plusieurs appareils en même temps, et donc là, c'est plutôt une surcharge. Voilà. Donc ça fait une surchauffe, et donc c'est le relais, la partie plutôt thermique du magnétothermique qui déclenche. Et donc ce n'est pas un défaut d'isolement. Un défaut d'isolement, c'est si la phase touchait la terre, la carcasse métallique d'un appareil, et que la carcasse métallique était reliée à la terre, on aurait un défaut d'isolement. Et donc, ou alors directement que la phase touche la personne, et là on aurait aussi un défaut d'isolement. Donc ici nous c'est surcharge. Ensuite, 3.2. À l'aide du document DR5/12. Allez, j'y vais directement. C'est parti, voilà, c'est ce document-là. Bon. Indiquer la valeur de réglage du calibre du disjoncteur de branchement. Donc, ici, alors regardez un petit peu ce qu'on a. Puissance souscrite, donc voilà. Ici, on a une puissance souscrite de 6 kVA. Donc ici, pour une puissance souscrite, alors on a option heure pleine, heure creuse. Lui, il est en heure pleine, heure creuse. Hein. Donc, on est plutôt là. Voilà, 6 kVA. Indiquer la valeur du calibre du disjoncteur de branchement. Donc le disjoncteur branchement, nous, c'est ici le calibre du disjoncteur de branchement. Et vu qu'on a 6 kVA, la puissance souscrite, eh bien on a 30 ampères. Donc ici vous marquez calibre 30 ampères. Afin d'éviter le déclenchement intempestif du disjoncteur de branchement et des désagréments qu'il provoque, la première solution consiste à modifier le contrat d'abonnement des clients. Donc, voir document ressources DR5/12. On y va. DR5/12. On va peut-être modifier sa puissance. Afin d'éviter, donc voilà, préciser le contrat à souscrire en remplacement de celui existant. Contrat EDF, 9 kVA. Donc forcément, voilà, le prochain, celui qui est au-dessus, en fait, la puissance juste au-dessus, en fait, voilà, c'est 9 kVA. Donc voilà, c'est le contrat. Comme là, on a un contrat de 6 kVA, et donc on passerait à un contrat de 9. Indiquer dans ce cas le surcoût au niveau de l'abonnement pour une année. Donc, hop, ici, combien ça coûte? Eh bien, alors l'abonnement pour une année. Donc, en fait, ici, on payait déjà 109,06 €. Et donc, on va payer 195,78. Donc, combien on va payer en plus? On va payer cette somme-là, moins ce qu'on payait déjà avant, et ça va nous donner la différence entre les deux. Donc, ça veut dire 195,78 moins 109,06, et ça nous donne 86,72 € à payer en plus. Une autre solution consiste à installer un délesteur. C'est quoi un délesteur? On va regarder dans l'installation électrique de l'habitation, afin de mettre hors tension, justement ils en parlent là, le circuit de chauffage lorsque la consommation électrique devient trop importante, pour éviter que notre disjoncteur déclenche. Eh bien on va arrêter le chauffage pendant que on fait par exemple à manger, avec les plaques de cuisson, avec le lave-linge, c'est ça, son lave-linge, la machine à laver qui faisait disjoncter aussi. Donc, retrouvez dans l'extrait du catalogue constructeur présent à la page DR6/12 la référence de l'appareil qui conviendra d'installer pour délester un circuit. Donc DR6/12, nous y allons. Voilà.
Alors, comment ça se présente? Hop, 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 hop. Alors, est-ce qu'on a des informations? Monophasé, triphasé. Donc déjà, hop, on enlève triphasé, donc c'est monophasé. Un circuit délesté, 3 circuits délestés en cascade. Alors nous, on a besoin de quoi? Nous, on a besoin de délester quoi? C'est finalement, on a besoin de délester le circuit chauffage, en fait. On va enlever le circuit chauffage quand on aura trop d'intensité consommée. Donc finalement, c'est le 0,38 10. C'est un circuit délesté. Donc ici, 0,38 10. Ouf, c'est bon. Ensuite, cet appareil est facturé 248 €. Déterminer à l'aide du document ressources DR 5/12 en combien de temps cet appareil sera rentabilisé, sachant qu'il permet d'économiser un contrat d'abonnement plus coûteux. Et oui, parce que là, les 248 €, vous allez les payer tout de suite, mais vous allez les payer qu'une fois. Alors que l'abonnement, vous allez le payer tous les ans. Et donc finalement, au bout, vous faites donc cette somme-là, divisé par le prix que ça reviendrait par an. Et donc, ça va vous donner en fait, finalement, 2, quelque chose. Hein. Et donc, alors on va regarder. On va le faire ensemble. Comment vous faites? Alors, oh là, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. Donc 200, on a 248 € divisé par le prix 86,58 par 86,58. Ça nous donne 2,86 années. Alors nous, on dit pas 2,86 années, on dit 2 ans. Et 86, ça correspond à quoi? Ça fait, donc déjà on enlève les 2 ans, moins 2. Voilà. Et donc le 0,86 années, ça correspond à quoi? Eh bien en fait, on va multiplier par 12 mois. Multiplier par 12 mois. Et ça va vous donner 10 mois. Donc déjà, ça fait 2 ans et 10 mois. Et même, on pourrait enlever ces 10 mois-là. Moins 10. Voilà. Et on pourrait dire, ça fait combien de jours? On multiplierait par le nombre de jours, imaginons. Et ça nous ferait 11 jours. Donc on pourrait dire même 2 ans, 10 mois et 11 jours. Etc. etc. On pourrait toujours en fait aller pour préciser en fait ce qui reste avant. Et même, soyons fous, si on voulait directement savoir au bout de combien de jours et combien d'heures. Donc on enlèverait les 11 jours. Et donc le 0,18, on le multiplierait par 24 heures. Et on aurait 4 heures. Et après les 44, on les remettrait en minutes, etc. Enfin, on pourrait aller loin comme ça. Au bout d'un moment, on va arrêter d'aller précisément, on va juste marquer 2 ans et 10 mois. Voilà, c'est sûr, c'est rentabilisé. Finalement, la solution qui consiste à mettre en place un délesteur a été adoptée, puisque en 2 ans et 10 mois, on a rentabilisé l'appareil. Et donc, après, au bout de 2 ans et 11 mois, on commence à finalement gagner de l'argent par rapport à ce qu'on aurait dû payer avec un surcoût. Ensuite, 3.7. À l'aide de la notice technique du délesteur DR 7/12. Donc on y va, DR 7/12, on y est. Hop, voilà, c'est là. On va la mettre dans le bon sens. Rotation horaire. Voilà. Alors, corriger. Donc, à l'aide du documentation technique du délesteur. Représenté par une flèche sur le croquis ci-compte le réglage à effectuer sur la face avant du délesteur. Donc ici, alors, que je ne dise pas de bêtises. Alors, le délesteur. Voilà. Nous, en fait, ici, voilà, sur ce petit bouton là, c'est quoi? C'est la sélection du calibre à contrôler. Idem disjoncteur. Donc faites ça ici. Nous, on va le régler sur 30, puisque on a un disjoncteur qui est de 30 ampères. Donc on va directement le mettre sur 30. Et après, justement, grâce à cet appareil-là, il va couper le chauffage pour ne pas dépasser 30 ampères.
D'après la valeur de l'intensité absorbée par la tour électrocéramique précédemment calculée à la question 2.3, précisez si l'emploi d'un contacteur de puissance est nécessaire pour la commande de l'appareil de chauffage à la sortie du délesteur. Alors eux ils ont mis non. Un contacteur de puissance. Donc on y va, on va regarder. Nous on sait que 2.3. 2.3, on va aller voir ce qu'on avait mis déjà. Donc notre appareil il consomme 6,5 ampères. Ok. Et nous, notre délesteur, il peut délester combien? Délester combien? Eh bien, il peut délester jusqu'à 15 ampères. Donc c'est bon. On n'a pas besoin de passer par un contacteur, etc., etc. Finalement. Parce qu'en fait, si par exemple la puissance dépasse 15 ampères, eh bien on est obligé de passer par un contacteur qui lui va lui-même couper le contact d'un circuit plus puissant en fait. Donc nous non, c'est bon puisqu'on est encore dans les 15 ampères, vu qu'on a 6,52 ampères. Donc on n'a pas besoin d'un contacteur en plus. Hop, je reviens à cette question. Donc non, on n'a pas besoin d'un contacteur de puissance. Pourquoi le délesteur peut commander un appareil qui absorbe une intensité de 15 ampères au maximum? La tour électrocéramique n'absorbe que 6,52 ampères. Il n'est pas nécessaire, et n'est donc pas nécessaire d'employer un contacteur de puissance. Allez, on continue. 3.9. On vous demande de réaliser sur la page suivante l'implantation sur la première rangée du tableau de répartition des appareils modulaires. Donc le disjoncteur utilisé pour l'appareillage de chauffage Q13, le télérupteur TL1, le délesteur précédemment sélectionné D1. Pour cela, il faudra faire le repérage des différents circuits du tableau, donner le calibre de protection maxi normalisé des disjoncteurs, y compris Q11 et Q12. PS, les indications devront suivre celles déjà présentées sur le tableau. Donc on y va. On sait qu'on avait justement là, c'est ce que je pensais. On va continuer. Donc en fait, on avait déjà des choses, il me semble. Voilà. Prise de courant, séjour, repas. Alors, ça va se transformer en quoi? Prise de courant, séjour. Éclairage, séjour. Alors qu'avant, c'était éclairage, séjour, repas. Puisque finalement, ici, vous voyez, on n'est plus en séjour, repas. Attendez. On est... Vous voyez, avant, c'était quoi? C'était séjour. Bref. Ça a changé. Ici, on vient rajouter des disjoncteurs. Donc, c'est-à-dire... Hop. Corriger. Donc, on est bien sur séjour. Chauffage séjour. Donc, ici en plus. Donc, c'est un calibre C16. Très bien. Éclairage donc C10, on a même pu mettre un C10, ça marche aussi. Télérupteur, donc voilà. Et le délesteur, on met ici. Alors, on peut mettre le nombre de vis, voilà. Circuit chauffage, circuit séjour. Enfin, circuit chauffage dans le séjour, délesteur. Donc à vous de le dessiner directement dessus en fait. Ok. Ensuite, ici on vous demande le schéma. Donc la partie à compléter. Alors je vous montre le sujet comment il est. Voilà, donc vous avez ici, à l'aide du document ressources DR 7/12. Alors, DR 7/12, on y va. 7/12, 10, 9, 8, 7, voilà. À l'aide de ce document, complétez le schéma de raccordement du délesteur et des protections situées sur la première rangée du tableau de répartition. L'appareil de chauffage délesté sera protégé par le disjoncteur Q13. Les couleurs normalisées devront être respectées. Donc vous avez ça. Et nous, ce qu'on vous demande, c'est ça. C'est de faire le schéma directement.
En fait, vous avez voilà l'alimentation électrique et puis finalement vous faites le schéma comme indiqué. Et bien ici vous faites vos piquages hein, comme d'habitude sur vos appareils, sauf que le Q13, donc l'appareil qui alimente le chauffage, lui il est d'abord alimenté par votre alors que je dise pas de bêtises. Hein. Hop, il est alimenté ici. La phase. Oui. Donc le neutre. Ici, la phase. C'est moi ou il y a un souci? Alors, l'alimentation ici de la phase, ok. Moi, par contre, ce qui sort de Q1, ça doit être alimenté. Hein. Donc là, ici, la phase, elle alimente le DSTR, d'accord. Mais, ok, et le neutre, il alimente le neutre. Après, le neutre alimente nos appareils, ok. Et ici, la phase, pour moi, elle alimente la phase. Et ensuite, on va alimenter notre appareil. Donc voilà. Notre appareil ici. CP, alors c'est quoi CP, donc on va regarder en fait ici. Voilà, vous avez les bandes qu'il faut alimenter. Donc en fait, il vous donne tout. Hein. Entrephase, alimentation directe du disjoncteur. Témoin de délestage. Neutre pour alimentation de l'appareil. Sortie sur alimentation prioritaire et non prioritaire. Donc en fait, ici, ce qui est prioritaire, donc non, c'est bien. Bon. Ce qui est prioritaire ici, c'est, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est cette sortie-là, à droite. Et ce qui est non prioritaire, c'est là. Donc nous, ce qui est non prioritaire, c'est ce côté-là. Et vous voyez, ici, le chauffage, ici, il n'est pas prioritaire. Donc finalement, on l'a bien branché du bon côté. Voilà. Par contre, ce qui est prioritaire, ici, voilà, hop, on le met là, et on alimente après tout le reste. Donc ce qui est prioritaire, c'est là. Lui, en fait, il vient voir le. Donc voilà, il est bien alimenté par le général, puisque lui, il vient voir la somme du général, en fait. Voilà. Donc forcément, il faut que tout passe par lui. Et ensuite, une fois qu'il a vu combien d'intensité l'installation consomme, eh bien, il va, si jamais on dépasse la puissance que l'on a réglée, eh bien, il vient justement ici couper le circuit justement qui n'est pas prioritaire, c'est-à-dire le circuit de chauffage ici. Et par contre, si on a moins, si la puissance, l'intensité totale est inférieure à l'intensité que l'on a réglée, et bien là, il alimente tous les circuits. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon. Allez, ensuite on continue. Donner la signification du terme VDI. Ça c'est à savoir par cœur. Voix, données, image. Voilà. C'est pour le câble RJ45. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Numéroter les étapes de raccordement d'un connecteur. Donc vous avez DT 9 sur 9. VDI, voilà, on vous donne ici, VDI dans l'installation, donc on vous donne un petit peu tout ce qu'il y a. Platine de rue, portier, vidéo, voilà. PR, donc c'est tout ce qui est les prises réseau en fait. Prise réseau. Et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande ici directement de mettre dans l'ordre chronologique les différentes étapes pour raccorder un connecteur. Donc en premier, vous choisissez la convention de raccordement et le repérage du connecteur. En 2, vous dégainez le câble environ, voilà, je ne vais pas tout lire, mais voilà, vous dégainez le câble. En 3, vous dépérez les paires. En 4, vous passez les conducteurs sur les volets de connexion. Et en 5, vous coupez les conducteurs qui dépassent. Donc 4.3,
vous précisez ci-dessous le type de cordon de brassage à utiliser pour le tableau de communication. Alors, nous, c'est droit ou croisé. Quand vous avez un appareil qui est relié. Alors, comment on pourrait dire ça? Comment vous avez. Est-ce que c'est marqué quelque part? Je vous dis pas de bêtises. Oui. Nous, de toute façon, tout est droit. La plupart du temps, c'est droit. Puisque ici, en fait, vous avez un appareil qui. Tous les appareils ici sont reliés. Il y en a un seul qui commande. C'est l'alimentation, on va dire. C'est le tableau de communication qui envoie vers les différents appareils. Donc ici, tout est en droit. Croisé, c'est quand vous êtes entre deux appareils. L'information peut circuler dans les deux sens. Donc vous avez par exemple deux ordinateurs à réparer ensemble et là du coup il faut être en croisé. Voilà. Alors que nous on est en droit. En vous aidant du document ressources DR 10/12, on y va. DR 10/12. Voilà. D'ailleurs vous l'avez peut-être là, le croisé, non? Il explique peut-être mieux que moi. Mais... donc en vous aidant de ce document-là, proposez un schéma de raccordement du câble FTP au connecteur RJ45, sachant que le code 568B a été choisi. PS, utiliser les couleurs normalisées des conducteurs. Ah oui, donc là vous avez, on a le paire marron et marron blanc, paire orange et orange blanc, paire vert et vert blanc, et bleu et bleu blanc. Franchement, c'est un peu le bazar, mais bon. Donc en gros, vous marquez ici, vous avez directement votre référence de câblage. Donc ici, vu que vous êtes vous sur du... Alors vous êtes quoi? Sur le B1, 568B. Donc 568B, donc ici, voilà. Donc pour le numéro 1, vous mettez orange et blanc. Donc ici, pour le numéro 1, vous mettez orange, blanc. Donc ici, théoriquement, hop, vous allez sur le orange, blanc. Et puis ici, vous marquez encore, vous remarquez un peu. Orange, blanc. Ensuite 2, et bien ainsi de suite. 2, vous allez sur le orange. Donc ici, 2, c'est orange. 3, c'est sur le vert et blanc. Donc, et 3 vert blanc, etc., etc. Vous mettez les bonnes couleurs au bon endroit. En vous aidant du document ressources DR10/12, proposez un schéma de câblage des différents cordons de brassage dans le tableau de communication afin de répondre à la disposition des équipements voie données image dans l'habitation souhaitée par les clients. Voir document technique DT 9/9. Prendre soin de respecter les couleurs suivantes. Donc TV en rouge, télévision rouge, informatique en bleu, téléphonie en vert, équipement Hi-Fi en noir. Normalisation, donc fonctionnement, voilà. Bon, bah, vous jouez, hein. Vous avez ici en fait alors on va le mettre dans le bon sens si vous voulez. Alors, on peut voir ce qui reste. Ouais. Alors, ici, horaire. Donc, les prises sont ici. Ensuite, vous avez d'autres prises qui sont là pour la télévision. Et ici, vous avez la prise 13, ici. La prise 11, ici. Vous avez le schéma de câblage ici. Alors, comment se repérer là-dedans? 1, 2, 3, 4. 1 ici. 2 ici. 3 ici, 4 ici. Alors, on va regarder un petit peu notre document ressources. Voilà, tout est indiqué là en fait. Donc 1, il alimente PR9 à PR12 en bleu. 1, PR9 à PR12 en bleu. Bon.
Ensuite 2 il alimente PR1 à PR4, ça. 2 il alimente bah je suis pas d'accord. PR1 à PR4. Oui, alors là j'ai un petit doute quand même. On va voir un petit peu ici le bleu, alors il alimente là. Le 5 il alimente chaîne IFI là, ça en or. Donc le 5 il alimente ici le 5. Bon. Peut-être voilà. Donc là dans ce cas-là, là c'est faut se pencher un petit peu plus dessus là peut-être. Là j'ai un petit peu je pense que voilà, ça doit se retrouver, mais à voir, à reprendre un petit peu tranquillement avec les fils. Là. Le mieux c'est qu'on voit ça à tête reposée tranquillement. Voilà. Là-dessus en vidéo c'est compliqué à expliquer, faut se pencher dessus, faut, faut s'y mettre. Bon globalement essayer de voir un petit peu le même raccordement que de l'autre côté. Hein. Vous avez un document ressources, à vous de repérer un petit peu les appareils. À la base vous avez juste quoi? Et on vous donne les paires. Alors on vous donne les appareils, donc à vous de faire la même chose. Hein. Après le corriger, faites surtout comme ce qui est indiqué dans votre document ressources. Et normalement ça devrait bien se passer. Ensuite, dernière question, hein. Dernière partie, c'est parti, rotation anti-horaire. Allez, chapitre 5, c'est fini, hein. C'est la dernière page. Alors, les clients souhaitent l'installation de luminaires sur la zone d'accès au garage. Ces luminaires seront commandés automatiquement par un détecteur de mouvement. De plus, afin d'éviter les désagréments, le détecteur doit être mis hors service de 1h à 6h grâce à un interrupteur horaire programmable. Représenté sur un plan ci-dessous l'emplacement du détecteur afin d'obtenir l'éclairage de la zone lorsque une voiture ou un piéton s'approche des garages. Voilà, donc vous avez ici sur le document, voilà, vous avez les garages et donc il y a 2 lampes et donc il faut le symbole du détecteur automatique ici. Donc on va le mettre, j'imagine que vous le mettez juste devant, voilà, entre les deux. Voilà. Et le symbole des luminaires ici. Ça devra aller. Et ensuite, à l'aide du document ressources DR 11/12, et bien mettre en forme le schéma de raccordement des luminaires, du détecteur de mouvement et de l'interrupteur horaire programmable. Donc, vous avez le schéma. Alors, à la base, vous avez ça. Voilà. Et donc, il faut câbler l'installation. Donc, vu que vous avez, j'imagine, la réponse ici, voilà, interrupteur horaire programmable. Hop, vous avez ici, quoi. Tout est là. Pour extérieur et interrupteur programmable. Donc, vous avez ici, alors, interrupteur phase neutre, donc à relier en dessous votre disjoncteur, j'imagine. Voilà, phase neutre à relier en dessous. Et ici, la phase, on la reprend en 1. Donc la phase neutre ici, on reprend la phase, on la met en 1. Et en 4, on sort, on va alimenter. Alors là, c'est pas un convecteur, c'est un éclairage extérieur. Alors on va alimenter notre éclairage extérieur. Notre éclairage extérieur, nous, c'est un boîtier ici. Un détecteur, en fait, le détecteur qui est un détecteur de mouvement. Donc notre alimentation ici, hop, la phase, elle alimente notre détecteur. Notre détecteur, on a L, la phase, terre, à mon avis. Non, ça c'est le retour de lampe, donc ça c'est ce qui va à la lampe. Le neutre et ce qui va à la terre. Donc le retour de lampe, ça normalement ça va aux lampes. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Hop. Ça va aux lampes. Et après, on a notre neutre qui revient tranquillement avec le neutre ici. Hop, à notre disjoncteur.
Donc à vous de jouer, voilà, vous essayez de faire quelque chose de propre. Dès que en fait la personne va passer ou une voiture va passer, hop, ici on a un petit contact entre la phase et le retour de lampe qui vient se faire. Et donc hop, on a notre retour de lampe qui est là. Donc la phase, le circuit en fait alimente, donc on alimente ici. Si c'est la bonne heure, hop, on peut enfin alimenter notre détecteur. Et s'il y a quelqu'un qui passe devant le détecteur, on peut enfin alimenter la lampe. Par contre, si c'est plus, il n'y a plus personne qui passe, donc la lampe s'éteint. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui passe, mais par contre qu'il n'est pas l'heure, il ne va pas s'allumer. Voilà. Donc là, vous avez l'ensemble de l'installation. Bon, voilà, je pense que on a fait un peu le tour. Pareil, bon là, on pourra y revenir pour quelques questions. Vous n'hésitez pas à poser des questions, à voir s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Dans le sens où vraiment je veux vous aider, je vais en refaire d'autres, mais voilà. Je sais qu'il y a des fois où j'ai du mal à expliquer peut-être sur certaines choses. Bon, j'essaie d'être assez transparent. Si je sais pas, je vous dis, on y reviendra. Peut-être je mettrai des liens vers d'autres explications. Et puis bon. Je vous souhaite bon courage pour la suite et puis à bientôt.